Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Naruto est un shonen manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. Naruto a été prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha entre septembre 1999 et novembre 2014. La série a été compilée en 72 tomes. La série animée est composée de 700 épisodes et le tout fait une moyenne de 14 000 minutes de visionnage. Ça représente tout de même une sacrée quantité de travail. Donc forcément, pendant ces 15 années, il est logique d'oublier quelques détails ou de créer des incohérences dans son récit. Surtout quand il est écrit au fur et à mesure, cas qui est normal dans le monde du manga. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux coquilles dans l'histoire de Naruto, ses incohérences ou même ses questions qui n'ont toujours pas de réponse. J'aurais pu faire ma feignasse et vous ressortir des incohérences dont je vous avais déjà parlé, mais ne vous inquiétez pas, c'est que du neuf que j'ai à vous présenter. Ou alors, j'ai oublié. Itachi, Sasuke et Madara ont tous souffert de fatigue oculaire en raison de la surutilisation de leur pouvoir du Sharingan, notamment suite à l'obtention du Mangekyo Sharingan. Madara parvient à réparer sa cécité en se transplantant les yeux de son frère et Sasuke a fait la même chose avec les yeux d'Itachi suite à son décès. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le lecteur apprend qu'il faut un lien biologique entre le donneur et le receveur. C'est même Obito qui nous l'apprend. Obito, lui, n'a jamais présenté de problème de cécité. Aucune famille nous a été présentée et d'ailleurs Kakashi non plus n'a pas présenté de perte de vue. Obito n'a présenté aucune baisse de vue et j'irais même dire que le gars, avec un seul œil, a réussi à surpasser ses aînés en termes de maîtrise. Comment est-ce possible? Se serait-il greffé un œil de Madara? Mais ils n'ont pas de liens familiaux. Serait-ce donc une erreur de compréhension? Un mystère qui restera, je pense, non résolu. Ce n'est plus un secret, Hinata n'a jamais aimé se battre. Elle est devenue ninja par la contrainte de son clan pour respecter les traditions. D'ailleurs, petite parenthèse pour revenir sur le sujet du traitement d'Hinata dans Boruto qui fait souvent polémique. Hinata est certainement le personnage qui a le développement le plus logique. N'ayant jamais aimé se battre, il était logique qu'une fois adulte et maman, elle devienne femme au foyer. C'est totalement cohérent avec son état d'esprit. Bref, revenons à nos moutons. Lors de l'arc Pain, Hinata a été destituée de son rôle d'héritière. C'est sa jeune sœur Hanabi qui, elle, a l'esprit de shonen, qui le devient. Néanmoins, Hinata ne devient pas un rebut de son clan. Au contraire, elle reçoit toujours énormément d'amour par sa famille. Pourtant, lorsque Naruto était en mauvaise posture face à Pain et que Hinata s'est interposée pour le sauver et lui déclarer ses sentiments au passage, les membres de son clan qui ont assisté à la confrontation ne se sont pas interposés pour la sauver. Pourquoi personne n'est venu l'aider ou la secourir? Pour tester sa détermination? Parce qu'elle n'était plus l'héritière? C'est un petit mystère qui peut être rapidement résolu mais qui ne s'est pas vu offrir une réponse dans l'œuvre. Itachi était totalement au courant du fait que Danzo était responsable de la mort de Shisui. En effet, c'est lui qui lui a volé un œil et c'est pour qu'il n'ait pas accès au second que Shisui s'est ôté la vie. Itachi s'est retrouvé face à Danzo et également au troisième Hokage lorsqu'on lui a assigné la mission d'éradiquer son clan. Il était également au courant de l'existence de la racine, donc il avait pleinement conscience de la dangerosité de Danzo et pourtant, il n'a rien fait. En soi, ça n'aurait pas changé grand chose à l'histoire, mais un comportement aussi passif aurait dû être justifié. Suite au suicide de Shisui, on apprend que son corps a été repêché par les membres du clan Uchiwa. C'est d'ailleurs pour cela que certains sont venus toquer à la porte d'Itachi pour l'accuser d'avoir tué Shisui pour obtenir de la puissance et donc de l'accuser d'une probable mutinerie. Et par la suite, on apprend que le corps de Shisui a disparu. D'accord? Où est-il? Le corps a totalement disparu. Quelqu'un l'a enlevé? Pourquoi faire? Est-ce Itachi pour le protéger en prévention de l'Edo Tensei, donc il avait pleinement conscience de ce qui allait se passer? Ou encore quelqu'un d'autre? On ne sait pas. C'est exactement la même chose pour le corps de Jiraiya. Kabuto nous informe qu'il n'a pas pu le ramener avec l'Edo Tensei parce qu'il n'avait pas accès au corps, car il était trop profond dans la mer. Alors, d'où sort l'ADN qui a été utilisé pour créer Kashin Koji? Est-ce Orochimaru qui l'aurait fourni à Amado? Alors comment Kabuto, qui était dans les petits papiers d'Orochimaru, n'aurait pas eu vent de l'existence de cet échantillon? On peut espérer avoir une réponse pour le cas de Jiraiya dans la suite de Boruto. Non mais, sans déconner, je pense que c'est la plus grosse incohérence qui existe dans ce manga. Bon, j'avoue que j'en ai déjà parlé par rapport au fait qu'il est censé avoir un écart d'âge avec Sasuke, Sakura et les autres. Mais ce n'est pas la seule ombre, puisque même lors des hors-séries, où l'on voit Naruto qui a environ entre 6 et 8 ans, eh bien il est tout seul, personne ne s'occupe de lui. Genre, il vit seul réellement. Mais
Il y a forcément quelqu'un qui s'est occupé de lui, c'est impossible qu'à cet âge-là, il soit tout seul. Surtout qu'en plus, Hiruzen Sarutobi a promis à Minato et Kushina de veiller sur lui. On a connu mieux comme parents d'accueil quand même, hein. Ah, quelle belle relation ils avaient tous les deux. Un parrain et son filleul. Une relation assez populaire dans les récits des années 90-2000. On pense notamment à Harry Potter et Sirius Black qui ont cette même relation qui se terminera de la même manière. La mort du parrain pour que le filleul puisse se développer ou avoir un level up. Autant dans Harry Potter, cette relation n'a pas d'ombre sur le tableau. Autant dans Naruto, ce n'est absolument pas le cas. Pour la grande majorité des gens, quand on parle de Naruto et Jiraiya, eh bien ils pensent à cette scène avec ces fameuses glaces qui se séparent. Bah moi, je pense à Jiraiya lors de sa première apparition qui ne connaît absolument pas Naruto, même après avoir appris son nom complet. Belle incohérence, surtout quand on voit ce flashback qui intègre le personnage de Kushina, qui informe Jiraiya qu'avec Minato, ils ont décidé d'appeler leur enfant Naruto en référence au héros de son premier roman. On peut justifier cette absence de la part de Jiraiya par le fait qu'il était dans la confidence du troisième Hokage et qu'il a fait comme si de rien n'était. Mais honnêtement, cette explication pue le raccrochage de wagon. Surtout quand on lit le tome où apparaît Jiraiya pour la première fois. L'incohérence en question n'intervient pas lors du combat en lui-même, mais plutôt dans la suite de la série Boruto. Lorsque Boruto réussit à battre Momoshiki, il reçoit le pouvoir d'un Otsutsuki. Momoshiki dit à Boruto que le clan Otsutsuki transmet toujours son pouvoir à ceux qui le battent. De ce fait, Boruto reçoit une marque et cette dite marque, placée sur la main de Boruto, ressemble plus à une malédiction qu'à un atout. Lorsque Naruto et Sasuke affrontent Kaguya, ils sont face à la bataille la plus difficile de leur vie. Bien que les chances soient contre eux, ils parviennent à la vaincre. Pourtant, ils ne reçoivent absolument pas cette marque symbole du transfert du pouvoir d'un Otsutsuki. Pourquoi? Parce qu'ils étaient deux? Parce qu'ils étaient les réincarnations d'Indra et Azura? Parce qu'ils l'ont scellé et que ce n'est pas considéré comme une victoire? L'histoire de Boruto révèle une question qui, pour le moment, est sans réponse. Yagura Karatashi était l'un des rares individus à avoir pris le contrôle total de son démon à queue. Il était le Jinchuriki de Sanbi et il a gravi les échelons pour devenir le Mizukage. Yagura était incroyablement puissant au point qu'il a réussi à tuer à lui seul un membre de l'Akatsuki. Il est révélé qu'Obito manipulait Yagura avec du Genjutsu, afin de prendre le contrôle du village caché de Kiri. Cette conspiration a finalement été dévoilée par Ao, qui a utilisé son Byakugan volé pour avoir la vérité sur le contrôle mental de Yagura. Nous savons que l'un des avantages d'être un Jinchuriki, qui contrôle sa bête à queue, est l'immunité au Genjutsu. Killer Bee le prouve lors de son combat avec Sasuke. Alors, comment Obito a-t-il pu contrôler Yagura avec le Genjutsu? Sanbi aurait dû pouvoir briser son contrôle. Dans Naruto, il est assez commun de voir des génies parmi les générations de ninjas. Itachi, Kakashi, Neji, etc. Pourtant sur Kakashi, il y a comme un problème lorsqu'on y regarde de plus près. Lors des inscriptions des équipes pour l'examen Chunin, Iruka se demande si l'équipe 7 est réellement prête ou non. Kakashi dit alors à Iruka qu'il a passé et réussi l'examen Chunin à l'âge de 6 ans. Cependant, lors de flashbacks sur l'enfance des sensei, il est montré que Kakashi passe l'examen Chunin à un autre âge que celui qui nous avait été révélé au début de la série. Par exemple, on y voit Guy qui entre à l'académie à 7 ans et on y voit Kakashi qui a le même âge. Il est également montré qu'Anko a participé à l'examen Chunin de Kakashi alors qu'elle a 2 ans de moins que lui. Du coup, Anko a-t-elle passé l'examen Chunin à l'âge de 4 ans? Gros problème de chronologie à ce moment-là. Il y a encore énormément d'incohérences dans le récit de Naruto, mais je pense que cette petite liste est déjà pas mal. Comme il en reste, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager les incohérences que vous avez repérées lors de votre lecture ou lors du visionnage de l'œuvre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à la partager, ça nous aide énormément. N'hésitez pas également à me partager vos idées de sujets pour de prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!